Le HESS avait fait un colloque pour les 20 ans de je ne sais plus quoi et m'avait demandé de venir parler du droit des biotechnologies. C'était un historien qui m'avait demandé ça. Et, et Yann Thomas, qui était depuis longtemps à l'école, avait été très content de la manière dont ça s'était passé. Et surtout Jacques Revel, qui présidait l'école à ce moment-là, avait assisté à tout ça et m'a téléphoné après pour me dire ben voilà, je pense que vous auriez votre place à l'école en tant que directeur cumulant, c'est-à-dire vous restez au CNRS. Bon, moi j'avoue que je ne voyais pas d'intérêt particulier à la chose parce que quand j'ai vu Jacques Revel, je lui ai dit mais moi je ne vois pas ce que ça m'apporte du travail en plus, bien évidemment, euh, mais je ne voyais pas très bien le genre d'étudiants qu'on avait, etc. Et puis, Yann a essayé de... Yann que je connaissais depuis très longtemps, puisque on s'était rencontrés au séminaire de philo du droit quand on faisait nos thèses. Donc, on se connaissait depuis longtemps. Euh, et puis, j'ai compris progressivement, et peut-être enjolivé d'ailleurs, la manière dont travaillait l'école, donc de manière très interdisciplinaire. Donc, j'étais habituée à ça. Et puis, j'enseignais de ci, de là, puisque j'ai enseigné un peu à Dijon, j'ai enseigné beaucoup en Algérie. J'ai enseigné 2 fois, une fois à Paris 1, une fois à Paris 2 sur le droit de la concurrence. Euh, mais c'était toujours... Et j'ai enseigné au Centre européen universitaire de Nancy. Donc à Nancy, j'ai fait 3 ans de droit européen de la concurrence. Quand je ne sais plus à quelle occasion d'ailleurs. Après, j'aime pas enseigner tout le temps la même matière. J'ai l'impression de me répéter, donc ça va pas. Et donc je leur ai proposé, ils étaient intéressés par l'ouverture d'un enseignement sur la bioéthique. Donc j'ai fait 3 ans après de droit de la bioéthique au Centre européen universitaire de Nancy. Et là, je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui manquait dans ma façon de travailler. Euh, bon, j'avais eu quelques thèses, mais pas beaucoup, parce que quand on n'enseigne pas, par hypothèse, on n'a pas tellement de thèses. Et donc, je me suis dit, bah, au fond, c'est l'occasion de... Et puis, si ça ne me plaît pas, ben, je peux toujours démissionner. Et en fait, le séminaire a très bien marché. Euh, il y avait des étudiants de Paris 1, après beaucoup de Nanterre, parce qu'on a fait des accords à l'origine avec Paris 1, mais là ça n'a pas très bien marché. Et après avec Nanterre, et surtout quand vous enseignez à l'école des hautes études, vous avez des tas de gens qui viennent en auditeur libre et qui viennent de toutes les disciplines. C'est-à-dire j'ai eu aussi bien des médecins, des sociologues, pas mal de sociologues, de médecins, de biologistes, qui viennent en auditeur libre, dont par exemple une biologiste, docteur en biologie, travaillant à l'Institut Curie, qui est venue 5 ou 6 ans de suite. Alors la première fois, c'était rationnel puisque je faisais cours sur les brevets des biotechnologies. Donc elle était venue comme ça. Et après, le droit l'a intéressée, donc elle est venue sur d'autres sujets de séminaire. Et finalement, elle a fait ses études de droit et elle est avocate. Elle a complètement abandonné la biologie. Donc on a
à l'école des hautes études, on a comme ça des parcours atypiques qui sont extrêmement intéressants et qui suivent vos séminaires plusieurs années de suite. Donc, il se crée des liens avec des sociologues, avec des biologistes, des médecins, je crois que j'ai jamais eu de physicien, mais bon, ça aurait pu être le cas aussi. Donc finalement, j'y suis restée jusqu'au bout et j'ai eu pas mal d'inscriptions en thèse, même si les juristes, je les inscrivais quand même à Paris 1, parce que je savais qu'ils seraient pas très bien traités s'ils soutenaient leur thèse à l'école des hautes études. Donc je les ai connus et ils ont connu mon enseignement par l'école des hautes études, mais les thèses étaient inscrites à Paris 1. Et en même temps, vous apparteniez à un laboratoire à ce moment-là de Paris 1? Oui, alors c'est Jacques Guestin qui avait initié ça. Euh, il avait suggéré à Catherine Labrusse de créer dans l'unité qu'il dirigeait, qui était généraliste, privatiste, etc., il lui avait dit, ben, puisque vous enseignez sur vos histoires de corps, de machin, et Catherine avait créé une sorte de petit diverticule sciences et droit. Et alors là, c'est le fait que j'avais quitté le Crédimi parce que le Crédimi ne s'intéressait pas à ce que j'avais commencé à faire. Et j'étais devenue chercheur indépendant, sans équipe, ce qui était à l'époque extrêmement mal vu, et théoriquement impossible au CNRS. Et grâce à la souplesse d'esprit de Jacques Lottmann, qui était directeur scientifique des sciences humaines et sociales à ce moment-là, quand j'ai voulu redevenir chercheur autonome, il fallait que j'ai des autorisations. On ne pouvait pas quitter une équipe comme ça. Philippe Kahn n'était pas du tout d'accord pour que je parte. Donc je suis allée voir Jacques Lottmann et je lui ai expliqué. Alors au début, il a essayé de me dire, oh, mais trouvez une autre équipe. Et puis, entendez-vous avec Philippe Kahn pour avoir votre département. Mais Philippe Kahn ne voulait pas, avait une conception unitaire de l'équipe, donc il ne voulait pas créer un département spécifique biotechnologie. Donc, il commence à discuter, puis au bout d'un temps, il me dit, bon, écoutez, j'ai compris, c'est pas la peine, je vous convaincrai pas. Donc, j'ai une SDI, structure diverse d'intervention. C'est un truc un peu caché, dans lequel je mets tous les cas sociaux. Donc, je vais vous mettre là, mais vous ne me demandez pas un sou, et je ne veux pas entendre parler de vous autre que recevoir les travaux que vous faites, etc. Donc là, euh, euh, j'ai pu avoir des contrats de recherche. Alors, sur les biotechnologies. À l'époque, on pouvait avoir ce qu'on voulait quasiment en écrivant sur un coin de table. J'ai eu les financements de la thèse de Christine Noiville. C'était très facile d'avoir des financements. J'avais besoin de personne. Et j'ai pu comme ça développer euh, une sorte de microcosme qui n'avait pas d'existence administrative, mais qui avait de l'argent pour acheter des bouquins, pour financer des étudiants, thésards ou pas thésards d'ailleurs, mais du moment qu'ils pouvaient faire un mémoire intéressant, je finançais leurs besoins, je leur achetais un ordinateur ou des choses comme ça. Et au bout d'un temps, la direction scientifique a changé
Et là, je suis retombée sur quelqu'un de rigide qui m'a convoqué, qui m'a dit je veux pas des chercheurs dans la nature. Alors j'ai essayé d'expliquer qu'il y avait eu 2 thèses soutenues, qu'il y avait eu ci, qu'il y avait eu ça, qu'on avait produit ceci, ceci, cela, etc. Ça ne m'intéresse pas. Euh, Reprenez vos bouquins, ils ne m'intéressent pas, ce qui est toujours agréable à entendre. Euh, et vous avez 3 semaines pour trouver une équipe. Alors, c'était pas si simple que ça. J'ai commencé par aller chez les politologues. Et puis je me suis rendu compte très vite qu'à partir du moment où l'équipe, où moi je voulais que Christine Noiville rentre au CNRS, elle avait fini sa thèse, etc. euh, bah, on m'a dit, tu es bien gentil, mais on est une équipe de politologues, nous on présente des politologues, pas des juristes. Donc je me suis dit, eh ben, il faut que je retrouve une équipe de droit, et c'est là que j'ai rejoint euh, l'équipe de Catherine et travaillé avec Jacques Guestin, qui était très content d'avoir quelqu'un qui maîtrisait un peu l'informatique, alors que les autres profs, c'était lui qui faisait tout, hein, qui faisait toutes les opérations administratives, la comptabilité, etc. Personne n'était capable de, de rentrer dans les façons de faire du CNRS. À l'université, c'était chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Donc, je l'ai beaucoup aidé là-dessus. On s'est très bien entendu et j'ai travaillé avec Catherine. Et au bout d'un temps, j'ai pris la direction de cette petite sous-équipe et en changeant sciences et droit, que je trouvais restrictif, pour droit des sciences et des techniques. Et comment ça se passe, ce retour un petit peu dans une institution très, en apparence très orthodoxe, quand on vient du CNRS, le rapport avec la faculté de droit parisien, le département de droit privé? Bon, ça s'est très bien passé avec Jacques Guestin et c'était beaucoup plus compliqué avec Thierry Revet, euh, qui voyait pas du tout l'intérêt euh, de travailler à minima comme le CNRS aime qu'on travaille, c'est-à-dire de manière interdisciplinaire, c'est-à-dire le fait que dans une équipe, il doit y avoir des travaux communs à l'équipe ou à diverses parties de l'équipe. Donc l'idée de travail collectif, il levait les yeux au ciel. Alors j'ai essayé de prévenir en disant, vous savez, si on ne le fait pas, on va être désaffilié. Oh ben c'est pas grave. J'ai prévenu 2 fois, 3 fois, et on a été effectivement désaffiliés pour insuffisance de travaux collectifs. Chacun faisait son truc dans son coin. Et, et là, Thierry Revet, on était quand même 3 chercheurs, parce que Martha Torreschaub, qui travaille sur le changement climatique, était venue rejoindre Christine et moi. Et il a dit, oh, c'est quand même embêtant parce on va perdre cette dame qui tenait la bibliothèque. Donc il perdait 3 chercheurs et un ingénieur de recherche, mais la seule chose qui l'embêtait, c'était de perdre l'ingénieur de recherche. Donc eh ben, on est allé ailleurs. Voilà. Et vous êtes allé où? Alors on est allé dans une autre équipe de Paris 1, je suppose qu'à l'époque elle était dirigée par Hélène Ruiz-Fabry, mais j'ai un peu oublié maintenant. Et, Donc on est allé rue Malher, où il y avait toutes les équipes de recherche et où on était très bien. Un peu à l'étroit, mais je trouve très bien. et qu'est-ce que vous en avez retenu sur la place du travail en équipe dans le travail juridique, du point de vue du Sénat, du point de vue de l'université? Est-ce qu'il y avait des incompatibilités dans votre manière de faire de la science du droit?
Un peu, parce que ce qui est retenu comme travail en équipe, ce sont des équipes stables. Et je ne crois pas du tout aux équipes stables, parce qu'on travaille un temps ensemble, et puis si les individus sont un peu innovants, ils partent dans une direction, un peu comme j'ai travaillé au Crédit Me sur le droit du commerce international, sur les différents objets que on choisissait de manière collective, etc. Et puis un jour, j'ai développé le droit du vivant. Et ça ne rentrait pas dans les cadres du Crédit Me, ce qui m'a obligé à partir, etc. Et moi, j'ai toujours soutenu que oui, il fallait du travail collectif, mais il ne fallait pas d'équipe stable. Il fallait des regroupements, au fond, période par période, sujet par sujet. Il fallait que des gens qui avaient envie de travailler ensemble travaillent ensemble, 3 ans, 4 ans. Donc on leur donnait un budget genre groupe de recherche. Ça a été créé, les GDR, mais c'était une petite partie à côté de ces grosses équipes. Ces grosses équipes, j'y crois pas du tout. Les gens se connaissent à peine. Plus ça grossit, moins les gens se connaissent. Et en fait, il faut des petites structures mobiles qui ne durent pas très longtemps, le temps que les gens travaillent ensemble. Après, chacun suit sa route et crée une autre petite structure sur un sujet innovant, et ainsi de suite. Mais il faut, moi je trouve qu'on s'encroute si on reste à travailler toujours les mêmes, toujours ensemble, toujours avec les mêmes méthodes. C'est pas comme ça qu'on innove le plus, me semble-t-il. Nous, on n'est pas tenus par des grands équipements comme les scientifiques des sciences dures. Si vous avez besoin d'un accélérateur de particules, si vous avez besoin de lunettes astronomiques, vous êtes obligé d'être à tel endroit. Nous, non. On a des bibliothèques et on n'a pas besoin d'avoir une bibliothèque d'équipe. Et cette grande mobilité, ça correspondait chez vous à une recherche aussi d'être dans la nouveauté ou dans une certaine envie D'être dans la logique de mes objets, c'est pas moi qui décide que il va y avoir la crise de la vache folle. La crise de la vache folle, elle se décide toute seule. Donc, je suis bien obligée de suivre mes objets. Et je ne vais pas entraîner les 45 personnes d'une équipe simplement parce que le prion m'intéresse. Par contre, sur le prion, je vais travailler avec celui qui dirigeait ce qu'on appelait le CNEVA, Centre national d'études vétérinaires, les gens qui travaillaient à l'Office des épizooties, et Dominique Dormont qui, au CEA, s'occupait des prions. Donc là se constitue un groupe, et puis le groupe, il va se séparer.